Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de débuter notre webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. A priori, nous sommes à plus de 160 inscrits et plus de 100 participants pour l'instant, preuve que la thématique de la fin de vie ne vous laisse pas indifférent. Alors, nous avons conscience que ce sujet est difficile à traiter, tant il s'accompagne de polémiques à partir du moment où il passe de la sphère privée au débat public. En témoigne récemment le décret pris en début d'année par le Premier ministre Édouard Philippe autorisant la prescription libre de Rivotril dans les cas de détresse respiratoire aiguë. Et nous l'avons vu, le gouvernement avait été accusé d'autoriser l'euthanasie en France du fait des propriétés létales du Rivotril, alors qu'il était question en réalité d'une visée palliative en vue d'apaiser des douleurs insoutenables. Cette controverse souligne toutes les incompréhensions qui existent autour de ce sujet et surtout la nécessité d'en débattre sereinement, et c'est ce que nous vous proposons ce soir. Cela a mené la Mutualité française à consacrer en 2020 un cycle de réflexion sur la fin de vie en France via son espace fédéral éthique. Elle a auditionné pendant plusieurs mois des acteurs intervenant sur cette problématique. Elle a mené une enquête auprès de ses services de soins et d'accompagnement mutualistes pour approcher concrètement la manière dont ce sujet est appréhendé. Soucieuse de la liberté des citoyens, la Mutualité française a émis un avis en plaçant le libre choix de la personne jusqu'à sa fin de vie au cœur de son positionnement. L'interdiction de l'euthanasie, aujourd'hui autorisée dans de nombreux pays frontaliers, crée des situations d'inégalité sociale dans son accès. Trop souvent, les débats de la fin de vie ont opposé soins palliatifs à euthanasie, comme si le développement de l'un devait empêcher le développement de l'autre. Pourtant, ces deux sujets sont parfaitement complémentaires. Alors, il s'agit évidemment de sujets riches et complexes, et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Romero-Michel. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre la discrimination. Nous vous connaissons par ailleurs comme président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et délégué général de l'Association des élus locaux contre le sida. Docteur Jean-Pierre Queneau, vous êtes chef du service de réanimation médicale au CHU de Dijon. Vous êtes par ailleurs co-directeur de l'espace de réflexion éthique régional Bourgogne-Franche-Comté et chercheur, notamment sur les directives anticipées et les processus décisionnels. Et enfin, docteur Imad Sfer, vous êtes gériatre et directeur médical de la Mutualité française Bourguignonne-SAM. Alors, cette fois-ci, concernant les aspects pratiques, et je m'adresse à notre auditoire, nous vous remercions de faire part de vos questions dans la partie intitulée Chat, C-H-A-T. Nous centraliserons vos questions et en fonction du temps que nous aurons en fin de séance, nous proposerons à certains de nos intervenants d'y répondre. Je tiens aussi à signaler que M. Jean-Luc Romero-Michel devra nous quitter à 17h15 puisqu'il a un empêchement. Et donc, j'en profite dans la foulée pour lui poser la première question. Nous savons que la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement met en lumière des situations difficiles en matière de fin de vie. C'est en partie ce qui a conduit le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, à se lancer dans la préparation du prochain plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. Quels constats dressez-vous sur la fin de vie en France? Et selon vous, les politiques publiques en matière de fin de vie sont-elles satisfaisantes? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de nous avoir invités puis d'organiser ce débat et qui est malheureusement de circonstances parce que ce que nous vivons avec la Covid est absolument terrible et on a parfois à la DMD, on est parfois un peu triste d'avoir eu raison sur tellement de choses parce qu'on voit que les moyens ne sont pas à la hauteur. On le constate tous les jours. Ceux qui ont eu des parents qui sont morts de la Covid ou des proches, ce qui est mon cas puisque ma mère est morte il y a une dizaine de jours de la Covid, ont vu dans quelles conditions les personnes mouraient, dans quelles conditions les personnes âgées n'avaient plus droit aux mêmes soins que les autres. Dès qu'elles sont trop âgées, parce qu'il y a quand même un choix qui est fait. On nous dit toujours qu'il ne faut pas faire de tri, mais on se rend bien compte que c'est ce qui se passe quand même depuis, malheureusement, depuis plusieurs mois, et que les moyens ne sont pas à la hauteur. On met beaucoup d'argent sur le début de la vie, et tant mieux, il faut bien sûr continuer. Personne ne peut regretter ça, mais on voit que sur la fin de la vie, les comptes n'y sont pas. Vous évoquiez le plan de développement de soins palliatifs, il est quand même temps. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs dans notre pays, et on n'en lance pas un actuellement. On lance la réflexion. Et moi, ça me pose un problème, puisque la DMD, on a écrit, que ce soit à l'ancienne ministre de la Santé ou à Véran, j'en suis à son 3e courrier depuis le début de l'année pour lui demander où ça en est. Juste lancer des réflexions, ça devait se faire en 2018. C'est-à-dire avant que le plan se termine.
Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on le voit, et les soins palliatifs n'ont pas été présents pendant la première vague de la Covid, à part des médecins qui sont très engagés dans votre région. Je pense au professeur Auvry qui a été extrêmement engagé. On ne les a pas forcément d'ailleurs demandé, alors qu'on sent à quel point c'était important. Moi, je vois ma propre mère n'a pas eu droit même à des soins palliatifs à la dans les derniers jours de sa vie. À peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin, on le sait, peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Et donc, les moyens ne sont pas là. Et c'est très grave parce qu'on le voit aujourd'hui dans plein de domaines. Les EHPAD où quand même quasiment tous les ans, et cette année malheureusement ce sera beaucoup plus, 14% des gens meurent. Ben, dans les EHPAD, on a vu encore une fois de plus que ce que dénoncent nombre d'acteurs, de militants, d'acteurs de santé, est une réalité puisque les moyens ne sont pas du tout là. Vous savez quand même, il faut savoir que les 3 dernières lois sur la fin de vie, il n'y a pas un article sur les EHPAD. Comme si on ne mourrait pas dans les EHPAD et comme si ça n'existait pas et comme si il n'y a même pas un plan national de formation pour les personnels dans les EHPAD. C'est en fait à la disposition des directeurs ou des directrices qui malheureusement sont tellement débordés avec un personnel qui n'est pas suffisant, avec un personnel qui, comment dire, est très peu payé. Et voilà, et ce constat aujourd'hui, il est assez dramatique parce qu'on le voit, l'accompagnement en tout cas de celles et ceux qui meurent aujourd'hui est un accompagnement qui n'est pas simple, qui est violent. Parce qu'en plus, les personnes, quoi qu'on nous dise, juste avant que je sois avec vous, j'étais avec une personne à qui on refuse de voir, alors qu'on nous avait dit que c'était assoupli, sa mère qui est en train de mourir de la Covid dans un EHPAD, et on lui refuse l'entrée de la chambre de sa mère. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas sur la question de la fin de vie. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut absolument mettre les moyens à la fois pour l'accès universel aux soins palliatifs, à la fois pour la formation, l'accompagnement comment dire, dans les EHPAD. C'est quand même une des vraies priorités qu'il doit y avoir et où on doit placer la volonté du patient au centre. Et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. On parle beaucoup de démocratie sanitaire, mais dans la réalité des choses, et dans cette pandémie affreuse que nous vivons aujourd'hui, on voit que c'est le dernier des soucis. D'ailleurs, regardez, le comité d'experts qui conseille le gouvernement sur le Covid, il n'y a aucun représentant des usagers de santé. On a l'impression que la pandémie de sida n'a jamais existé, que ce qu'on a appris du sida, on ne redonne pas là. Et où est la parole des personnes concernées? Où est la parole des associations d'usagers? Où est la parole des mutuelles aussi dans ce moment terrible que nous vivons, où seuls quelques sachants, essentiellement des médecins, et qui ont évidemment leur mot à dire, mais comment on peut continuer aujourd'hui à ne pas donner la parole aux personnes qui sont concernées, aux personnes qui défendent les usagers, les usagères et les usagers de santé. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, malheureusement aujourd'hui, les moyens ne sont pas là, les soins palliatifs ne sont pas à la hauteur, et puis on ne veut pas entendre cette demande qu'ont un certain nombre de personnes, qui est de pouvoir choisir leur ultime liberté. C'est certes pas une majorité qu'ils voudront, c'est sûrement 3 à 4%, comme c'est le cas actuellement aux Pays-Bas, ou 3% comme c'est le cas en Belgique. Mais on voit bien qu'il nous faut enfin une loi qui place la volonté de la personne concernée au centre de la décision et qu'elle puisse bénéficier de soins palliatifs si elle le veut. Que ce ne soit pas simplement parce qu'on a les moyens, parce qu'on a les relations, parce qu'on meurt le bonjour. Et de l'autre côté, parce que dans certaines situations, eh bien, les soins palliatifs ne sont pas la réponse ou que la personne ne le veut pas et on ne va pas quand même forcer les personnes qui ne le souhaitent pas, eh bien, il faut bien sûr permettre aux personnes de partir comme elles le souhaitent par un geste d'amour ou par un suicide assisté. Et à votre avis, par rapport au plan national du développement des soins palliatifs, vous avez bon espoir quand même que ces données, notamment la formation du personnel, soient intégrées? Ça devait être le cas dans les autres plans, puisque c'est le 5e, il me semble, Oui, mais qui va être élaboré. écoutez, aujourd'hui, on lance la réflexion. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même totalement aberrant. Depuis Mm. fin 2018, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. Mm. Comment on s'occupe de faire une réflexion où on ne sait pas d'ailleurs qui on interroge, enfin toujours les mêmes habituellement. Bien sûr que la DMD, elle n'est jamais interrogée, même si c'est la plus grande association qui travaille sur la fin, enfin qui a en tout cas le plus grand nombre d'adhérents qui se mobilisent sur la question de la fin de vie. Donc moi, je n'ai pas un espoir fantastique quand on voit les moyens
qu'ont aujourd'hui les hôpitaux, les moyens qu'ont les EHPAD, je ne pense pas que c'est dans ce plan-là qu'on va avoir un plan qui va nous dire, parce qu'il ne faut pas être démagogique, on sait très bien que ce n'est pas en 6 mois qu'on va pouvoir avoir l'accès universel aux soins palliatifs, puisqu'on le dernier plan, je crois que c'était un peu plus de 200 ou 300 millions d'euros, c'est loin d'être ce qu'il faut. Et là, je ne pense pas qu'on va nous faire un plan sur 5 ans en nous disant, dans 5 ans, vous serez comme les voisins belges, comme d'ailleurs presque, vous savez, on critique beaucoup le système anglais de santé qui est extrêmement mauvais, je suis bien d'accord pour le dire, sauf que pour la question de la fin de vie, ils ont plus de moyens que nous en avons. Voilà, donc je n'ai pas forcément un grand espoir, d'autant que je vous dis, les soins palliatifs, on a l'impression que pour les pouvoirs publics, ils n'existent pas dans cette pandémie de Covid. On en parle extrêmement peu, alors qu'évidemment, ils pourraient être utiles. Et je vous dis, moi, je l'ai vu dans ma propre situation en voyant ma mère mourir, qui, évidemment, il n'y avait pas d'accompagnement possible pour elle. D'accord, merci. Passons maintenant à une question, au docteur Jean-Pierre Queneau. La loi Kouchner du 4 mars 2002 a introduit la personne de confiance. La loi Neotti de 2005, renforcée par la loi Claes-Leonetti de 2016, a mis en place les directives anticipées. Donc, ces directives permettent à une personne majeure de faire connaître ses choix quant aux soins médicaux qu'elle veut ou ne veut pas recevoir dans le cas où elle se trouvera dans la capacité d'exprimer sa volonté. Comment expliquez-vous aujourd'hui la méconnaissance des Français sur ces dispositifs essentiels à l'appréhension de la fin de vie? Peut-être s'agit-il plus d'une difficulté à anticiper sa fin de vie que d'une méconnaissance? Faut-il alors organiser des campagnes de promotion? Donc, 3 blocs de questions pour répondre à cette thématique des directives anticipées. Bonjour à tous, merci en tout cas de votre invitation. J'étais un petit peu en retard pour les problèmes de connexion. Je rejoins effectivement ce que dit M. Romero sur les problématiques de lit, et le ministre s'est exprimé sur cette situation. Bien évidemment, il faudra revoir notre système de santé après cette crise. Alors, la loi de 2005, moi je la connais bien pour y avoir participé en tant que réanimateur et pour avoir été proche en tout cas de ceux qui ont été audités. J'avais fait ma thèse de sciences en éthique sur cette problématique-là. On a voulu faire une loi, effectivement, pour régler un petit peu les problèmes qu'on avait, nous, en réanimation. Moi, je suis réanimateur, et notamment de fin de vie et de limitation de l'arrêt des traitements. Voilà, donc ça, c'était une loi, en tout cas, pour protéger ou pour nous protéger en réanimation, parce qu'on débranche les patients en réanimation quand, effectivement, on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et en tout cas, on voulait sentir que ce soit nos sociétés savantes, que ce soit anesthésie-réanimation ou réanimation, on ne voulait pas être attaqué. Donc, cette loi-là était beaucoup faite, en tout cas, pour les médecins, pour les protéger, et probablement beaucoup moins pour les patients. Donc, quand on a introduit effectivement cette notion de collégialité, nous, ça nous allait, parce que c'était important effectivement de pouvoir décider de façon non pas collégiale, mais collective, ce qui n'est pas un bon terme dans la loi, et puis qu'il y ait une décision qui soit médicale, ça ne nous pose pas tellement de soucis à partir du moment où les proches, et puis les patients, s'ils sont compétents, sont informés. Alors, la notion de directive anticipée, nous, on recherche souvent, effectivement, s'il y a des directives anticipées qui ont été éventuellement écrites ou formulées sur le plan oral par les patients, voire transmises par les familles, le médecin traitant, le médecin spécialiste. Effectivement, comme vous dites, c'est très peu fait pour plein de raisons et donc ont déjà été certainement évoquées, pour lesquelles nous, on a travaillé en post-réanimation chez les patients qui sont sortis de réanimation pour comprendre pourquoi, en post-réanimation, les patients ou les patientes ne faisaient pas leur directive anticipée. Donc, il y a une méconnaissance des directives anticipées, mais encore une fois, on va mettre le dos sur les Français, sur les usagers de la santé, mais la méconnaissance, elle est sur le plan médical. Et puis, pour moi, pour le faire régulièrement au niveau de mon établissement de santé, c'est compliqué, en tout cas, à faire formuler des directives anticipées, notamment chez les patients qui sont porteurs d'une pathologie chronique, parce que c'est essentiellement pour cette population, moi, à mon sens, que ça s'adresse. Quand vous êtes en bonne santé, prédire ou prévoir ce que vous allez faire en fin de vie, bien évidemment, ça va être changeant. Et quand vous rentrez dans la maladie et quand vous êtes en situation de fin de vie, bien évidemment, c'est aussi compliqué de dire faites vite votre directive anticipée parce qu'on ne sait jamais si ça se termine dans 2 ou 3 jours. Donc, il y a un angle d'attaque, mais ça, je le dis au niveau national et en permanence, dès que j'ai l'occasion, je vais le faire là. C'est essentiellement pour les patients qui ont des pathologies chroniques, donc des maladies neurovasculaires, cancer solide, liquide ou autre, pour les patients effectivement qui sont ou qui vont être amenés à être dans une situation de fin de vie parce que au niveau de leur projet thérapeutique, ça va s'arrêter à un moment donné. Il y a un vrai problème, en tout cas, ou ça peut être un problème si on parle des directives anticipées, c'est que les médecins ne sont pas formés à demander les souhaits que pourraient éventuellement exprimer les patients en fin de vie. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais qu'est-ce que vous souhaiteriez ou qu'est-ce que vous souhaiteriez pour des raisons relativement simples.
c'est que c'est compliqué aux patients et aux proches de dire bah, vous savez, vous en avez plus pour quelques semaines ou quelques mois. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire. On récupère des patients en réanimation et on dit aux proches ou aux patients, vous savez, vous avez un cancer, vous avez une évolution qui va être mauvaise. Et les patients ou les familles nous disent bah, je ne comprends pas, on nous a dit que ça allait. Donc, je pense que c'est une méconnaissance sur le plan médical. Les médecins ont aussi peur de s'exprimer par rapport aux patients parce qu'il y a un lien qui s'est créé avec le patient et c'est compliqué de leur dire pendant qu'on est en train de faire une chimiothérapie ou des soins lourds, de dire écrivez comme votre directive anticipée. Donc, on a quand même, voilà, pour les médecins, c'est compliqué d'être sur ce versant-là, de dire voilà, on vous soigne, mais faites comme vos directives anticipées. Et pour le voilà, donc ce qu'on avait proposé nous et puis ce qu'on va essayer de faire nous au niveau du CHU, c'est de se dire bah, faut peut-être effectivement déléguer ces directives anticipées à des gens qui aient suffisamment de recul, en tout cas peut-être d'expérience voire d'expertise dans ce domaine-là de la fin de vie des directives anticipées sur le plan législatif pour déléguer parce qu'on voit que c'est compliqué à la fois en médecine de ville mais également en médecine hospitalière. On a des patients effectivement qui sont lourds à prendre en charge. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement c'est essentiellement ça. Puis quand on demande dans l'étude qu'on a fait, qui a été publiée sur le sujet, sur les directives anticipées, en fait même 3 mois ou 6 mois après la réanimation, bah, les gens ne veulent pas forcément exprimer leur directive anticipée parce qu'ils ont peur que, et nous c'était la crainte d'ailleurs, c'est qu'on brandisse des directives anticipées aux urgences, que le médecin brandisse des directives anticipées, puis qu'on se dise bah, c'est très bien, le patient ou la patiente a fait de ces directives anticipées, on ne fait pas de réa. Si ce n'est que dans les directives anticipées, c'est souvent mis « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique » ou « je ne veux pas d'obstination déraisonnable », mais il n'est jamais mis clairement « je ne veux pas de réanimation », en sachant que là, on est en plein dedans avec le Covid. Et puis au niveau de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, on a créé une cellule de soutien éthique sur ce sujet-là pour aider en tout cas à se positionner et que les directives anticipées ne soient pas là pour dire « vous savez, on a les directives anticipées, donc il ne faut rien faire en réanimation ». Et donc, nous, c'était la deuxième crainte, c'est effectivement la méconnaissance des médecins et la mauvaise utilisation sur le plan médical, parce qu'en réanimation, on ne fait pas de l'obstination déraisonnable, on fait de l'obstination dite raisonnée, donc il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, et peut-être que de temps en temps, on peut passer avec des thérapeutiques qui ne sont pas forcément des traitements lourds de réanimation. Il faut qu'on puisse laisser la possibilité aux patients et aux patientes d'être traités, même si effectivement, très rapidement, on peut décider de limiter, voire arrêter les traitements de suppléance. Et donc, pour vous, est-ce qu'il est nécessaire… Alors, la promotion, oui, pour la promotion, bah, la promotion, c'est aux médecins de la faire. C'est-à-dire que c'était une loi faite pour les médecins, pour protéger les médecins. Donc, c'est à nous, en tout cas, de se dire, bah, effectivement, les directives anticipées, c'est quelque chose qui est important, sauf qu'il faut former les médecins. C'est depuis 2005 la loi. Moi, je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps en commission médicale d'établissement. Les gens venaient me dire, ah, bah, ça, c'est super, il y a une loi, on peut mettre des choses dans le dossier, on peut mettre qu'on ne fera pas. Avec toujours la crainte de certains médecins de ne pas vouloir mettre des diagnostics, des pronostics dans le courrier par peur d'être attaqués. On est en 2020, hein, c'est 15 ans après. Donc, on voit bien que ça ne passe pas parce que, et peut-être que M. Romero s'est expliqué sur le sujet, on est dans un système où on va faire du soin. On a une production de soins, on a une entreprise de soins, et puis lors de question que cette entreprise ne fonctionne pas. Donc, on en est dans cette situation-là et on comprend effectivement sa position sur les soins palliatifs parce que les soins palliatifs, ce n'est pas d'une rentabilité extrême pour le système de santé. Donc, on est dans cette situation-là. Il faudra changer notre logiciel. On l'a exprimé, y compris au niveau avec le ministre de la Santé. Il faudra qu'on fasse du soin différemment. Bien évidemment, expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, informer sur les possibilités, sur notre système de santé. Et les directives anticipées seront un moyen, en tout cas, pour aider les patients, les patientes à s'exprimer sur des souhaits, sous réserve qu'ils soient informés de leur maladie et de leur pronostic. Et ça, malheureusement, on est dans cette situation-là où les gens sont très démunis par rapport à ça, parce que le pronostic est peu ou pas évoqué, parce que quand on est dans un lien avec le patient, on veut faire du soin, on veut être bienveillant, entre guillemets. Puis quand la situation se dégrade, ben, on leur dit bah, est-ce que vous voulez qu'on vous emmène en réa? Alors, quand on pose cette question-là en situation aiguë, bien évidemment, c'est compliqué. Nous, c'est quand même 20% des malades qui sont en réa qui n'ont rien à y faire, non pas qui ne nécessitent pas de traitement de suppléance, mais qui n'auraient pas dû y venir parce que finalement, ce n'est pas pertinent. Le risque de venir en réanimation est plus important que le bénéfice. Et d'autre part, si on s'était plongé dans le dossier avec les médecins, les patients ou les proches, on n'aurait pas admis le patient. Sauf que ce travail-là, il n'est pas fait en amont. Donc, il faut au niveau, enfin moi je parle pour l'hôpital, il faut qu'à l'hôpital, quand les patients rentrent à l'hôpital,
on connaisse leur parcours, mais c'est fait dans beaucoup de pays. Moi, je vais au Canada, on s'exprime, c'est clair, c'est net. Je veux 3 jours de réa, 5 jours de réa, je veux pas aller en réa. Sauf que ça, culturellement, il faut le faire passer au niveau national. Hein. Alors, je pense que les médecins, notamment les médecins réanimateurs, sont tout à fait au fait de ça. Mais il faut faire passer ça au niveau médical, puis ensuite à la population, ce qui est compliqué. Oui, d'ailleurs, à ce propos, vous parliez des pays qui nous entouraient, et on a une remarque de Jean-Luc Romero dans le chat nous disant que en France, les directives anticipées sont moins développées qu'ailleurs puisqu'elles sont plus contraignantes. Donc, c'est Non, votre sentiment aussi? c'est le Non, contraire. maintenant, Elles sont, elles sont plus. non, c'est pas ce que j'ai écrit. Elles sont contraignantes, mais pas opposables. Et c'est pour ça qu'elles D'accord. fonctionnent Ouais, mal. Alors que dans les autres pays, elles sont opposables, c'est-à-dire qu'on doit les appliquer obligatoirement. D'accord. D'où il y a des exceptions oui, qui tout à font que fait. les médecins ne peuvent ne pas les appliquer s'ils ne le souhaitent pas, en estimant par Oui, exemple bah, qu'elles sont manifestement inappropriées, ce qui ne veut rien dire en droit, mais qui existe dans la loi et qui est d'ailleurs quelque chose que ne comprenne même pas le Conseil d'État, où plusieurs des magistrats ont alerté quand la loi a été faite sur cette notion qui est assez incompréhensible. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'à partir du moment où quelque chose qui est fait n'est pas contraignant et opposable, on a vu ça en 2005, effectivement, vous pouviez formuler des directives anticipées. Maintenant, effectivement, c'est contraignant. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est compliqué sur le plan médical. Puis en situation d'urgence, qui est une autre situation où on ne tient pas forcément compte des directives anticipées, mais on va toujours se trouver dans ces situations d'urgence où ce sera compliqué. Donc, voilà, donc on va faire, puis ensuite on arrêtera où on limitera. Et je peux vous dire, ça fait 20% des patients qui sont en réanimation actuellement. Prenons un petit peu moins si on a l'ensemble des réanimations, mais c'est-à-dire beaucoup de lits de réanimation dans une période où on a besoin de lits de réanimation qui pourraient être occupés à faire de la réanimation. Alors moi, je parle beaucoup de la pertinence de la réanimation. C'est un terme qui est peut-être pas correct sur le plan humain, mais en tout cas, nous, qui nous cause bien. C'est-à-dire que quand on a un patient en réanimation, si effectivement on pense que le bénéfice est plus important que le risque de l'admettre en réanimation, on va essayer de faire le maximum pour le patient. On voit bien qu'il y a une partie des patients, et prend autour de 20%, pour lequel voilà, on sait qu'on va limiter, voire arrêter très rapidement, avec les difficultés qu'on a ensuite à limiter ou arrêter, parce que quand on se met à enlever une sonde d'intubation, à débrancher le patient, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est préparer la famille à cette éventualité, parce qu'on va quand même provoquer, je ne sais pas si on parle de l'euthanasie, mais on va quand même provoquer le décès en enlevant la sonde On en parle d'intubation. dans un second Voilà. temps. Mais avant ça, je Voilà, vais laisser la parole au docteur Imasfer qui voulait intervenir sur ce sujet, il me semble. Oui, merci de me donner la parole. Alors effectivement, j'entends tout à fait le retard qui est pris par la France même si la loi a beaucoup progressé quand même, que les directives anticipées, c'est pas toujours opposable, mais il faut déjà parfois être au courant que le patient a fait des directives. Donc déjà, il y a un problème aussi de communication quand les directives anticipées ont été réalisées, mais aussi il faut dire que le sujet de la mort reste tabou, ou la fin de vie reste tabou culturellement. On est un pays latin qui n'aime pas trop regarder la fin, les choses qui fâchent comme la mort, ou qui fait peur plutôt, pardon. Et donc, je pense aussi il y a ce frein sociétal, parce que même si peut-être on a encore des choses à redire, à mieux communiquer sur les directives anticipées, aussi peut-être de façon positive, il y a toujours le frein culturel et dans la société où les personnes, quand ils sont bien portants, quand ils sont jeunes, ils veulent pas forcément parler ou réfléchir ou penser à ce qu'ils peuvent faire ou pas faire à la fin de leur vie. Et donc, je pense que c'est un frein quand même important qu'il faudra aussi travailler sur peut-être mieux informer, mais on ne va pas tout régler, je pense, à cause de ce sentiment, de ce tabou qui est la mort. Et justement, Monsieur Imasfer, je vais vous laisser la parole au sujet des établissements mutualistes. Est-ce que les professionnels de santé, plus largement le personnel, sont préparés et disposent des ressources suffisantes pour accompagner les personnes en fin de vie? Comment s'effectue cette prise en charge et travaillez-vous en réseau avec d'autres partenaires? Alors, ça serait déplacé de ma part de dire que tout est parfait, tout est prêt, et puis que les professionnels sont complètement préparés ou
il y a suffisamment de ressources parce qu'effectivement, M. Romero a bien dit tout à l'heure et Dr Queneau que comme quoi on manque de professionnels, ça c'est évident, mais c'est quelque chose de général. Après, je vais faire un petit rappel par rapport à la mutualité française bourguignonne. Donc, rapide, hein, il y a plusieurs filières à la mutualité française bourguignonne. Donc, il y a une filière personnes âgées avec 18 établissements, une filière personnes handicapées, il y a le domicile avec Atome, le service de SIAD notamment, et la clinique de Béni-Joly qui porte l'hospitalisation à domicile et des services de SSR. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on l'a vécu pendant la période du Covid. C'était, malgré les difficultés qui sont bien évidemment là, mais le fait d'avoir plusieurs activités, ça a permis de travailler en réseau et effectivement de faire intervenir, par exemple, l'hospitalisation à domicile en EHPAD, parce qu'on a évoqué la difficulté des EHPAD qui sont parfois démunis de soins techniques, surtout la nuit, et puis de prise en charge adaptée les week-ends et la nuit par manque de personnel. Donc là, effectivement, le fait d'avoir fait intervenir l'hospitalisation à domicile, ça a permis un petit peu de mieux prendre en charge donc la douleur, la souffrance de certains résidents et de leurs familles, et mieux accompagner les équipes dans cette période un peu difficile. Donc, il y a également les services de SSR qui pourraient aussi prendre en charge des soins qui dépassent un peu les EHPAD ou des services de médecine également. Donc, voilà, je dirais que effectivement, ça passe également par la formation des équipes parce que le nombre de personnel, c'est une chose, c'est très important parce que sans un nombre suffisant de personnel, on ne peut pas prendre suffisamment de temps pour accompagner et les résidents, mais aussi leurs familles, c'est très important. Mais également, il y a la formation, on en a parlé, vous avez évoqué ça tout à l'heure, comme quoi, effectivement, il faudrait un peu plus d'accompagnement, de formation avec un plan soins palliatifs qu'on attend. Ça empêche qu'effectivement, il faut… par défaut, il faudra s'organiser. Ce qu'on fait, nous, on s'organise en proposant des formations continues pour la prise en charge de fin de vie. Merci pour votre intervention. Je vous propose d'avancer un petit peu plus dans le débat, puisque le temps nous est vraiment imparti, et cette fois-ci sur la thématique de l'euthanasie. Donc, c'est une question à Jean-Luc Romero-Michel. Donc, Alain Koch, atteint d'une maladie incurable, a récemment interpellé les pouvoirs publics et la presse sur son histoire pour faire évoluer le droit. Il demandait à titre compassionnel une injection de barbiturique pour abréger ses souffrances. Cette demande lui a été refusée par le président de la République au motif qu'une aide active à mourir n'est aujourd'hui pas permise dans notre pays. Selon vous, doit-on légiférer sur la fin de vie et permettre le recours à l'euthanasie? Vous connaissez ma réponse, oui. Enfin, moi, je souhaite une loi complète. Parce que, contrairement à l'étiquette qu'on peut me donner tout le temps, moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie, je suis un militant du droit et du choix. Et surtout qu'on place la personne en fin de vie au centre de la décision. Parce que pour moi, ce n'est pas une affaire médicale, c'est d'abord une affaire citoyenne, c'est une affaire éthique. Et moi, je souhaite qu'on fasse comme les Belges. C'est-à-dire qu'on vote à la fois une loi qui permet un accès universel aux soins palliatifs, qu'on arrête de dire on a droit aux soins palliatifs, mais sans faire un plan sur plusieurs années qui donne cet accès, ça ne sert à rien. Et on voit bien que les 3 lois Leonetti, que n'oublions pas qu'il y en a eu une aussi en 2010, les 3 lois Leonetti n'ont pas donné un plan sur plusieurs années pour arriver à cet objectif que tout le monde souhaite. Parce que là-dessus, je pense qu'il y a quand même un consensus et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Pourquoi des pays comme la Belgique, les Pays-Bas y arrivent, voire même la Grande-Bretagne, et pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une offre de soins palliatifs qui soit en tout cas quasi universelle. Il suffit donc de faire un plan sur plusieurs années
pour permettre cet accès universel aux soins palliatifs. De l'autre, à côté, il faut une loi sur les droits des patients. La loi de 2002 a été une grande loi, la loi Kouchner. Il faut aujourd'hui aller plus loin encore dans les droits parce que, et on le voit bien aujourd'hui, les personnes sont de plus, vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, quand on vous disait vous avez un cancer, on écoutait le médecin et puis voilà, aujourd'hui il y a Internet avec le pire et le meilleur. Les gens, quand ils ont un diagnostic, et je sais que le docteur Queneau l'a souvent et parfois c'est pas toujours terrible non plus, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir sur Internet. Ils ont aujourd'hui une information qui n'est plus du tout la même. Et je pense qu'il faut leur permettre, en tout cas, quand ils veulent être des acteurs de santé, d'être entendus. Et on le voit que ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Et on le voit en plus, particulièrement dans cette période de Covid. Et là, moi, je n'incrimine absolument pas les médecins, ni les soignants, ni les infirmières qui font tout ce qu'ils peuvent dans cette période qui est extrêmement difficile et qui montre à quel point les moyens ne sont pas là, non seulement pour la fin de vie, mais aussi pour la vie tout court. Et puis, il faut à côté, bien sûr, une loi qui va permettre de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, parce qu'on voit bien qu'il y a des situations où les soins palliatifs ne peuvent pas répondre, ou que des personnes ne souhaitent pas avoir ces soins palliatifs. On voit pour un certain nombre de maladies, et on voit d'ailleurs que la loi actuelle, aujourd'hui, même si elle permet, et le docteur Queneau disait tout à l'heure, bah oui, quand on enlève des sondes gastriques et puis qu'on fait une sédation, c'est quand même, je suis désolé de le dire, une forme d'euthanasie, puisqu'on endort la personne, elle ne va jamais se réveiller. Sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ça se fait dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Dans certains cas, il y a quand même des sédations qui durent 3 semaines. Et ça, ce n'est pas un fantasme. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'études qui ont été faites ces derniers temps qui montrent ce qu'on disait à la DMD est une réalité. Et donc, il faut permettre à des gens de pouvoir partir. Et ce sera 4 à 5% des morts, pas plus. Mais ces morts-là ont le droit d'être entendus. Mais il faut un tout. Et l'accès universel aux soins palliatifs est pour nous une condition aussi sine qua non. Et je pense que les parlementaires doivent voter, comme les Belges l'ont fait, une triple loi, si on peut dire, qui permettent de placer la volonté du patient au centre de la décision et non pas celle des gens qui sont autour du lit. D'ailleurs, moi, je pense que l'immense majorité des médecins que j'ai connus et que j'ai pu voir et que j'ai encore vu avec la mort de ma mère du Covid il y a quelques jours, ils ont envie de respecter la volonté de la personne. Encore faut-il qu'on leur donne les moyens, encore faut-il aussi qu'ils ne prennent pas de risques en aidant les personnes. Et c'est pour ça qu'il faut ces lois qui seront à la fois protectrices d'abord de la personne qui est en fin de vie, mais aussi protectrices de celles et de ceux qui souhaitent accompagner ces personnes dans cette demande. Merci. Docteur Queneau, est-ce que la légalisation de l'euthanasie pourrait être source de dérives comme le suggèrent ses opposants? Comment les anticiper? Et la dépénalisation de l'euthanasie, plus que sa légalisation, est-elle une option? Je rejoins ce que dit M. Romero. Nous, on fait déjà de l'euthanasie en réanimation depuis longtemps. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait réclamé dans la loi. Donc, la loi le permet. D'ailleurs, les rapports qui sont faits dessus du CCNE disent bien que la loi permet l'euthanasie, notamment en réanimation. Donc, nous, ça ne nous pose pas de souci. En tout cas nous, c'est dépénalisé chez nous. Alors, c'est vrai que les malades qui sont dans des situations très précaires, sans projet thérapeutique, ils n'ont pas d'autre issue pour mourir que de se jeter sous un train. Donc, ça s'était rappelé encore récemment par quelqu'un du CCNE, ou de se retrouver en réa pour lequel on va le débrancher. Donc, on est dans cette situation-là où c'est un non-choix. Alors, M. Romero disait effectivement que c'est un militant du choix et du droit. Moi, je suis un militant de l'anticipation de la prise de décision, parce qu'effectivement, il faut que les gens puissent exprimer leur choix, leur volonté, bien en amont de la situation dans laquelle ça va se produire. Et là, les soins palliatifs auront bien évidemment tout leur rôle à ce moment-là. Ce qu'on demande beaucoup aux soins palliatifs actuellement, c'est d'être jugés partis dans les prises de décision, et puis ensuite d'acter ces décisions, et on voit ça, nous, au niveau des établissements de santé, parce qu'il y a un manque de formation, de connaissances, de compétences dans ce domaine-là. Mais l'euthanasie, bien évidemment, ça ne pose pas de souci. Moi, j'ai été faire un débat en Belgique, et eux, ça ne leur pose pas de problème, bien évidemment, l'euthanasie, il y en a très, très peu. Par contre, j'ai été voir en réanimation, ils font peu de limitations d'arrêt de traitement. Ils ont beaucoup plus de lits de réanimation comme en Allemagne. Et moi, quand je leur ai expliqué effectivement comment on faisait en France et les limitations, les arrêts, et puis le tri des malades qui est en train de se faire actuellement, ils étaient complètement stupéfaits. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même, puis c'était un débat où il y avait
toutes les mouvances en Belgique. Ils ont dit, mais vous allez beaucoup, beaucoup plus loin que nous, parce que nous, on n'a pas de choix. C'est-à-dire qu'on a un système de santé pour lequel on a peu de soins critiques, peu de réanimation, et pour lequel on ne va pas faire d'euthanasie, mais il n'y aura pas d'accès aux soins. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, la mort va être provoquée peut-être par anticipation sans accéder à ces soins. Donc, nous, l'euthanasie en réanimation, c'est ce qu'on fait depuis la loi. C'est pour ça que d'ailleurs les réanimateurs ont insisté pour qu'il y ait cette loi, pour qu'effectivement, quand on va débrancher, effectivement, ça va aller très vite, parce que quand on débranche un patient, c'est ce qui se passe nous quotidiennement, quand ils sont à 100% d'oxygène, ils meurent en quelques minutes parce qu'on arrête la réanimation. Donc, on informe, voilà. Donc, mais ça, c'est ce qu'on fait effectivement depuis 2005. Donc, moi, je suis d'accord, effectivement, on est sur la loi de 2005, on y était à pas de velours parce qu'il y a eu l'affaire Vincent Imbert, après il y a eu l'affaire Vincent Lambert, mais bon, c'est quelques situations, et l'affaire Alain Coq, que je connais très bien, parce que je suis Dijonnais. Voilà, c'est quelques situations, donc faut que personne ait peur. De toute façon, faut quand même que les gens aillent dans les hôpitaux voir ce qui se passe, aillent voir dans les EHPAD ce qui se passe, dans les SSR gériatriques pour voir comment ça se passe. Voilà, les gens n'ont pas accès en tout cas à une bonne mort. Non pas que les gens ne travaillent pas bien là-bas, ils ont un dévouement total en tout cas pour les malades. On ne leur donne pas les moyens parce que la tarification, je voyais un mot passer de M. Romero, la tarification à l'activité, alors même si maintenant on peut coter d'un point de vue tarifaire le fait qu'on se réunisse, qu'on discute, qu'on échange, mais c'est très très récent. Mais la prise en charge des souhaits des patients, ça devrait être bien évidemment beaucoup plus valorisé. Pour l'instant, on traite des malades. Moi, ce que j'insiste, c'est qu'on veut traiter des êtres humains. Pour l'instant, on n'est qu'en phase de traiter des malades. Donc, il faut qu'on évolue effectivement au niveau de cette loi et que les droits des patients, bien évidemment, ça devienne un devoir pour les médecins et le corps soignant. Mais je crois que ce débat-là, il n'est plus dans le système de santé au niveau sociétal. Il faut simplement qu'au niveau politique, les gens comprennent. Il faut que les gens viennent dans les hôpitaux, il faut qu'ils mettent une blouse blanche. Et puis, il n'y a que quand il y a des situations, effectivement, où ils sont touchés personnellement, où leurs proches sont touchés, où ils disent « Ah il faut qu'on fasse quelque chose. Ah on s'est rendu compte, il faut qu'on fasse quelque chose. » Voilà, je pense que c'est un peu vie ma vie, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes politiques viennent, mettre une blouse blanche, passent une semaine, 15 jours avec les soins palliatifs, dans les soins, puis se rendre compte du manque de tout, quoi. Du manque de tout, du manque de reconnaissance, du manque de personnel, du manque d'un tas de choses. Et puis ce qu'on veut quand même, c'est que les gens aient confiance. Les gens ont confiance pour l'instant dans le système de santé. Et tant qu'on n'aura pas garanti cette confiance, il va y avoir une méfiance. Alors on veut opposer effectivement les gens pro ou pas euthanasie, en disant on ne va pas faire confiance aux gens qui sont pro-euthanasie. Voilà, donc le politicien sert de ça pour ne pas légiférer ou tenter de légiférer sur cette question-là. Il faut faire une loi qui englobe tout, effectivement, mais qui ne va pas à petits pas, comme ça, en rajoutant des trucs. Maintenant, effectivement, les directives anticipées, c'est contraignant, mais ce n'est pas opposable. Dans 5 ans, elles vont être contraignantes et opposables. Voilà, donc il faut repenser tout ce système-là, parce que, encore une fois, ces situations de fin de vie, on a quasiment 50% des malades décèdent à l'hôpital actuellement en France, ce qui est énorme, et ce qui n'est pas acceptable, hein. C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas fait pour qu'il y ait des décès, bien évidemment, même s'il y en aura un certain nombre. Il y a beaucoup de décès qui peuvent se faire dans les établissements sanitaires, médico-sociaux, les EHPAD, si c'était encore organisé comme ça. Sauf que là, on a des patients, nous, de 96 ans, 97 ans, qui ont le Covid, qui sont sous Optiflow, donc oxygène haut débit, qui sont dans les lignes médecine et pour lesquels, effectivement, on va rien proposer de particulier. Donc, l'hôpital n'est pas un lieu pour mourir, ça c'est dit depuis très, très longtemps. Et par contre, il faut savoir où on meurt et comment on meurt bien. Et là, il y a toute une structuration à faire avec le privé, entre guillemets, ou toute la médecine de ville, pour lequel on n'a pas tenu compte pour la première vague. Là, on a compris qu'on avait fauté, entre guillemets. Et voilà, on doit pouvoir être soigné de façon tout à fait correcte, convenable, digne, à domicile ou dans un établissement qui le permette, sans être obligé de venir à l'hôpital, où c'est toujours plus compliqué quand on vient à l'hôpital. Merci, docteur Queneau. Monsieur docteur Imatsfer, que pensez-vous du débat sur la légalisation de l'euthanasie ? Alors, avant, effectivement, je reviens sur les résidents en EHPAD. Alors, effectivement, en parlant des directives anticipées tout à l'heure, je dirais, quand on évoque le sujet en EHPAD, c'est un peu trop tard. Et puis, ça peut expliquer un peu certaines difficultés dans la prise en charge, puisque quand les résidents arrivent dans les EHPAD,
Ils ont autour de 86 ans, ils ont des troubles neuroévolutifs, Alzheimer et maladies apparentées, et ils ont, en général, hein, ils n'ont plus les capacités de dire ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse faire. Et du coup, c'est la famille qui va prendre le dessus, puisque souvent, il n'y a pas une personne de confiance désignée auparavant. Et on est à l'écoute de la famille, ce qu'elle va dire, ce qui n'est pas forcément le désir des patients. Hein. Et ça aussi, il faudra, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que les choses se préparent un peu en amont. Alors, certes, un plan soins palliatifs peut donner aussi des moyens supplémentaires, mais il n'y a pas que les moyens. Il y a aussi une démarche sociétale et culturelle pour évoquer la mort et la préparer en amont. Hein. Donc, ça, c'est important. Alors, pour l'euthanasie, ça aussi, je vais relativiser un petit peu ce qui a été dit. Certes, on peut progresser encore, sauf que la loi, il y a eu plusieurs lois qui ont été quand même d'une fois à l'autre améliorées. Après, je pense que notre société n'est pas encore prête pour parler de l'euthanasie complètement, même si dans la loi Leonetti-Claes, comme a dit Dr Queneau tout à l'heure, il y a des possibilités pour faire de l'euthanasie, mais parfois c'est mal connu des professionnels ou bien des patients, enfin en tout cas les professionnels qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Et ça demande aussi d'informer et de former les professionnels à ce qui existe déjà. Alors, passer au système belge ou suisse, à mon avis, ça prendra un peu de temps dans notre société. Merci de vos interventions. Monsieur Jean-Luc Romero, je vais peut-être vous libérer puisque vous devez nous quitter, il me semble. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour que j'ai votre mise intervention. là, Oui. on ne peut pas dire que la société n'est pas prête. Les Français, ils ne sont pas des militants de l'euthanasie. Ils ont du bon sens et ils savent que dans certaines circonstances, ça doit l'être. Et c'est pour ça que tous les sondages qu'ils ont fait depuis 20 ans ont confirmé à la fois l'attachement évidemment aux soins palliatifs et cette volonté de l'avoir. Dire que la société n'est pas prête, c'est faux. Dire que certains politiques ne sont pas prêts, oui, mais certainement pas les Français. Et il suffit de voir l'affluence dans toute réunion. Vous savez, moi, je suis engagé dans la lutte contre le sida, dans l'égalité, dans la lutte contre les discriminations. Je n'ai jamais vu autant de monde dans des réunions que des réunions qui concernent la question de la fin de vie et qui prouvent qu'il y a une volonté d'en parler. Et on le sait, et le docteur Queneau le rappelait, cette question, elle est peut-être taboue, c'est vrai, mais on vit de plus en plus vieux avec des gens qui avant ne voyaient pas mourir leurs parents, qui aujourd'hui voient à 70 ans, à 75 ans, mourir leurs parents de 95 et qui évidemment ont aujourd'hui une réflexion sur cette question qui n'était peut-être pas celle-là il y a une vingtaine d'années. Mais en tout cas, dire qu'aujourd'hui les Français ne sont pas prêts, les politiques peut-être, mais les Français le sont. Et les politiques, pour la première fois, je crois qu'on a une majorité à l'Assemblée nationale de députés qui sont favorables. J'espère qu'ils vont enfin aller jusqu'au bout et puis qu'ils vont aussi donner des moyens à l'hôpital parce qu'on en a bien besoin. Voilà, désolé encore, mais avec le Covid, les conseils d'arrondissement et municipaux sont avancés en ce moment et on a plein de choses aussi à régler. Et le bénévolat a des limites. Il faut que j'aille un peu m'occuper aussi du 12e arrondissement. Merci en tout cas et puis merci à la mutualité en tout cas d'être si engagée sur la question de la fin de vie. On en a bien besoin. À bientôt. Et puis merci pour votre intervention. Au revoir, monsieur. Merci. Par rapport à la suite de notre débat, ce que je vous propose, c'est de vous soumettre quelques questions qui sont posées dans le chat. Alors, une qui est en lien directement avec la légalisation de l'euthanasie. Une personne demande, en attendant qu'une loi soit votée, n'est-il pas possible de statuer sous couvert d'un comité éthique sur des cas exceptionnels tels que celui d'Alain Koch? Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Ouais, mais je vais bien répondre, parce que j'ai bien connu je connais bien le dossier. On sait que ça va mettre du temps. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ce qu'a évoqué M. Sfer, c'est déjà effectivement que ce qui est en place sur le plan législatif soit appliqué correctement. Voilà, qu'on ne justifie pas l'euthanasie, parce que ceux qui sont contre ça, et ils ont probablement aussi en partie raison, c'est de se dire, finalement, on va légiférer sur quelque chose, mais on n'utilise pas déjà ce qui existe. Donc, on a l'habitude d'empiler des lois, des textes, et puis par contre, on n'est pas en capacité de les appliquer. Ça, c'est quand même très, très gênant.
Donc, Alain Koch, sa situation que je connais parce que je l'ai aussi eue en réanimation, c'est une situation particulière de quelqu'un, effectivement, qui veut plus vivre, qu'on a ras-le-bol de vivre. Voilà, comme beaucoup de gens, effectivement, qui arrivent dans une situation un petit peu compliquée sur le plan psychique ou qui sont dépressifs ou autres. Après, je ne sais pas si on a tout tenté, en tout cas au niveau thérapeutique, pour soulager sa souffrance psychique, voire physique. Donc voilà, ce qui était comme pas terrible, et c'est ce qu'il a fait, c'est qu'on ne peut pas mettre sur des réseaux sociaux ou mettre en scène sa mort. Voilà, je pense que c'est du domaine, à mon sens, de l'intime. C'est assez compliqué comme ça. Donc voilà, moi je suis pas du tout. Voilà, la manière dont il a fait, moi je connais plus l'affaire Chantal Sébir, effectivement, c'est aussi une Dijonnaise pas très loin, où il y a eu une vraie souffrance, en tout cas. Voilà, vraie souffrance physique, psychique, avec des formations, pour lequel ça nécessitait un accompagnement. Et puis effectivement, on peut décider, voilà, collégialement, au sein d'un établissement, à réfléchir, parce que de toute façon, on le fait tous les jours. Je ne vois pas où est le problème. Tous les jours, moi, on me demande, est-ce qu'on va plus loin en termes de réanimation? Oui, non. Donc, je leur ai dit, écoute, on ne va pas plus loin, le patient n'est pas bien, on met sous hypnovel, morphine dans les services. Il peut y avoir de l'accompagnement qui peut être fait par les soins palliatifs, mais encore une fois, je pense qu'il faut surtout former les gens aux soins palliatifs. Et donc, ça se fait tout le temps, ça. Donc, et ça se fait des dizaines de fois par jour, donc c'est pas un problème. Le problème d'Alain Koch, c'était quelqu'un pour lequel c'était comme pas clair sa situation, voilà, sur le plan médical, et puis qui voulait mettre en scène sa fin de vie. Bon, on n'est pas dans les scénarios américains. Je pense qu'effectivement, il faut déjà qu'on fasse ce qui est accepté ou accepté pas par la loi, parce que encore une fois, la loi nous impose certaines choses, hein, sinon on va être un petit peu embêté. Voilà, mais ces situations-là, elles se règlent dans l'intimité des services et en permanence, y compris, je pense, dans les EHPAD. On accède effectivement aux souhaits des patients, des résidents, bien évidemment, quand ils sont en grande souffrance. Et donc, mais ça se fait, c'est du soin palliatif. Et voilà, donc je pense que cette affaire Alain Koch, ça n'a fait que jouer un discrédit. Alors, d'une part, sur la DMD, parce que je crois qu'il est affilié à la DMD, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, parce qu'il y a du travail qui est fait, et moi, à mon sens, qui me paraît important. Et puis du discrédit sur les soignants, sur la fin de vie, sur la loi. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la loi, bien évidemment, puisque le débat, il est plus sociétal. Hein, c'est quelques mouvances sociétales avec des influences politiques qui font que ça ne passe pas. Tant que ces influences-là existent et ce lobbyiste existe au niveau de l'État, bien évidemment, ça coince. Mais c'est quelques mouvances qui sont un petit peu au pouvoir actuellement. Docteur Imad Sfer, vous voulez intervenir par rapport à ça? Oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Et puis, effectivement, en fait, ce qu'on s'aperçoit sur le terrain, c'est que 90% des situations peuvent être gérées avec les lois existantes. Après, il y a toujours quelques cas qui posent souci. Je dis pas, mais effectivement, il y a certains. On voudrait parfois changer toute une loi pour effectivement. Je dis pas, c'est très important, mais moi je rejoins l'idée d'un comité éthique où il n'y a pas que des médecins d'ailleurs qui pourraient réfléchir et donner des orientations sur des cas particuliers qui posent souci, qui nous posent souci, même y compris médical, pour prendre une décision en respectant les choix des personnes, des patients, mais tout n'est pas médical. C'est-à-dire que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, parfois on demande aux médecins de prendre des décisions qui ne sont pas forcément de l'ordre médical, mais qui doivent être gérées déjà en amont ou en famille. Et donc, il faudra, et puis surtout, si la personne n'est pas capable de donner son avis à la personne concernée. Donc là, ça pose encore plus de soucis. Donc, je pense que tout ne doit pas être médical, mais que l'avis médical soit associé, mais parmi d'autres, en regardant bien évidemment je dirais l'envie et puis les besoins du patient lui-même. Et que tout ne peut pas être réglé par des lois, encore cumuler des lois. Il faut déjà faire, je dirais, regarder ce qui a déjà été fait, ce qui a été mis en place. Une question toujours par rapport à l'euthanasie, c'était de savoir si globalement les médecins étaient favorables à cette pratique. On parle souvent des Français dans leur globalité, mais est-ce que dans le domaine médical, c'est quelque chose, alors qui doit être évidemment partagé différemment suivant les personnes, mais est-ce qu'il y a des oppositions fortes
Est-ce que la vocation initiale de soigner prime sur le fait de pouvoir permettre l'euthanasie, sachant qu'elle n'est pas autorisée pour l'instant en France, bien sûr. Ouais, mais on a connu ça avec les IVG, les anti-IVG, y compris sur le plan médical. Il faut de toute façon, sur le plan médical, quand on n'est pas d'accord avec une prise de position, et c'est ce qui se passe pour l'IVG, que ce soit un confrère qui le fasse. Donc on a aussi des obstétriciens qui sont anti-IVG. Et donc, dans ce cas-là, la loi impose effectivement que ce soit orienté vers un autre praticien. Donc, l'euthanasie, elle ne se pose pas tellement, effectivement, au niveau médical. Alors, on n'a jamais posé la question comme ça. Ce que les gens veulent, c'est effectivement qu'ils soient couverts sur le plan légal s'il se passe quoi que ce soit. Et c'est souvent la crainte des médecins, même si on n'est pas un système comme au niveau nord-américain où on a un objectif de résultats, on est sur des objectifs de moyens, donc on est quand même très très protégé, en tout cas dans le champ de la santé. Donc à partir du moment où on se donne les moyens, alors peut-être qu'on n'a pas eu tous les moyens puis qu'on aurait besoin de plus de moyens, ça c'est autre chose. Voilà, on n'a pas un objectif de résultat. Par contre, est-ce qu'on s'est donné les moyens de soigner au mieux puis d'aller jusqu'au bout? Voilà, sur le plan thérapeutique, pour pas que ça soit reproché. Et puis après, en situation de fin de vie, nous, ce qu'on rencontre, c'est des gens qui sont en difficulté, surtout des soignants, pour mettre en route des sédations dans les services. Et moi, je l'ai encore vu hier, où je dis, faut mettre en route une sédation avec midazolam et puis morphine. Et puis, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on m'a dit, oui, mais ça va tuer le malade. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on pense que de faire des soins palliatifs, ça entraîne le décès du malade, puis que c'est qu'on va tuer le malade, donc c'est vrai qu'en 2020, moi, ça me pose question quand, effectivement, c'est quelque chose qui devrait être fait de façon plus banale, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, effectivement, que ce soit mieux protocolisé et puis que les gens soient mieux formés. Mais quand on vous dit, on va mettre hypnomorphine, puis ça va tuer le malade, bon, dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire parce qu'on se dit, effectivement, il y aura un attenot dans le dossier, puis ça va être compliqué. Donc, voilà, je pense que l'histoire de je suis pour ou contre l'euthanasie, euthanasie, ça signifie bonne mort. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais on a des moyens qui sont différents parce qu'on peut faire la sédation analgésie, c'est mieux contrôlé. Les patients sont souvent dans des situations très graves. Donc, c'est toujours plus facile dans ces situations-là. Et puis, on a des traitements de suppléance qui font qu'on peut arrêter des traitements de suppléance qui vont entraîner le décès. Quand on est au fin fond d'un service et puis que la mort n'est pas imminente, mais ça peut prendre plusieurs jours, les gens sont un petit peu démunis. Et puis, soit ils font la nuit, parce que la nuit, c'est toujours mieux quand il y a moins de monde. C'est toujours plus facile. Et d'ailleurs, on s'est aperçu dans une enquête qu'il y a beaucoup de malades qui mouraient la nuit. On a vu ça quand on a fait une enquête au niveau du CHU. Bon, ce qui est quand même gênant parce que, et Edouard Ferrand l'avait rappelé dans l'étude Mao, que les malades mouraient souvent la nuit et le week-end quand les familles n'étaient pas là. Donc bon, on voit bien que la nuit il se passe des choses, que les médecins ne sont pas à l'aise, parce que de toute façon il y en a beaucoup moins, c'est un système de garde, que les soignants ne sont pas à l'aise. Et puis nous, quand on a été voir dans les dossiers des patients qui étaient décédés, on a pris 10% des décès au niveau de l'établissement, et on s'est aperçu que dans les dossiers, il n'y avait rien de noté. Donc les patients mouraient, donc c'était assez logique d'ailleurs, hein, ces patients qui étaient âgés pour lesquels on n'avait pas proposé autre chose, mais il n'y avait rien de noté, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'anticipé sur des décisions à prendre ou sur des façons de faire. Et moi je vous dis ça, on est en 2020. Et donc c'est toujours pas fait. Ce qu'on veut dans les dossiers, c'est qu'il y ait des choix thérapeutiques éclairés par le diagnostic, le projet thérapeutique et le devenir du malade, mais aussi sur des situations où ça va mal se passer, où on dit, voilà, on va tenter un traitement, malheureusement, ça peut se compliquer. Est-ce que vous voulez effectivement vous retrouver en réanimation? Moi, j'ai été acteur quand même beaucoup, notamment pour les scléroses latérales amyotrophiques. J'ai essayé de voir par anticipation les patients pour éviter qu'ils viennent en réanimation, et ça a duré une fois, c'est-à-dire qu'on m'a interdit ensuite l'accès à ces patients-là parce que je ne posais pas les bonnes questions, et moi, je demandais simplement aux patients qui avaient une sclérose latérale amyotrophique qui allait décéder, de toute façon on le savait, de connaître un petit peu les choix en fin de vie qui puissent s'exprimer. Et il y a eu un blocage pour ces patients-là, des services ou des associations qui gèrent ces malades. On voit bien que la fin de vie, elle est instrumentalisée sur le plan politique, sur le plan sociétal, sur le plan associatif, sur le plan militant, certainement. Et que voilà, on ne va pas tous dans le même sens parce qu'on apprend des intérêts divers et variés sur cette notion de fin de vie. La fin de vie se marchande, la fin de vie se négocie, la fin de vie c'est aussi un moyen de négocier des postes, c'est un moyen de négocier plus de temps, plus de disponibilité, plus de choses. Donc on voit que la fin de vie, ce n'est pas que des situations où les malades vont mourir, mais c'est des négociations permanentes pour disposer de plus de matériel, d'un tas de choses. Donc chacun ajoute sa partition en disant c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais faire, puis finalement personne ne fait parce qu'il n'y a pas une logique claire, nette, précise concernant cette situation de fin de vie.
Docteur Emasfer, vous vouliez intervenir sur ce sujet? On arrive bientôt à la fin de notre séance. Non, mais je trouve que, enfin, moi, je suis d'accord également sur ce qui vient d'être dit, que effectivement, souvent, on est confronté, encore une fois, je vois effectivement, il y a des gens qui commentent, mais c'est très bien, mais souvent, on est confronté à des difficultés de choix ou des absences de choix du malade qui n'a pas été fait et qui demandent aux médecins de le faire à leur place, ou pour les familles qui ont du mal à décider. Encore une fois, tout n'est pas médical. Il y a des progrès à faire. Je pense que moi, en tant que médecin, ce qui me choquerait, c'est qu'on laisse un patient souffrir ou qu'on attend le dernier moment pour le soulager ou pour abréger ses souffrances. Mais par contre, il ne faut pas attendre tout du médecin, de tout gérer en amont, parfois 2 ans avant. Donc, on est là pour aider les patients et les familles, mais on n'est pas là pour tout régler et pour être à la place des familles et des patients. Voilà. Merci. Une dernière question qui nous est posée, et après on pourra clore notre séance, mais c'est par rapport aux directives anticipées. Plusieurs personnes ont demandé si ça ne pouvait pas être intégré, alors c'est plus technique, hein, sur la carte vitale ou dans le dossier médical partagé. Tout à l'heure, docteur Queneau, vous parliez d'intégrer ce genre de volonté dans les dossiers. Est-ce que pour vous, ça peut être une bonne alternative? Ouais, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec quelqu'un qui s'est fait tatouer de pas ressuscité, do not resuscited, voilà, qui a été réanimé, qui était très content. Donc non, je pense qu'il faut arrêter effectivement de l'inscrire, de faire du formalisme à tout va, entre guillemets. Alors on peut formaliser les choses parce que ça c'est autorisé. Moi je pense qu'il faut faire confiance et puis que la priorité est quand même donnée aux malades et aux proches, leur faire confiance. Je rejoins ce que dit Dr Sfer, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les médecins à un moment donné vont décider pour tout et tout le temps. Et voilà. Parce que bien évidemment les décisions elles seront souvent influencées par le nombre de lits, par le fait qu'il y a un poids qui soit exercé par la famille. Donc, on va prendre des décisions qui ne seront pas forcément sereines. Vous pouvez mettre vos souhaits dans une carte vitale. Je ne veux pas être réanimé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne veux pas être réanimé. Parce que nous, on réanime tous les jours, heureusement, et une partie des patients qui ne voulaient pas être réanimés, mais pour lesquels on pense que ça peut passer en traitant une infection urinaire, en mettant un petit peu de catécholamine, en traitant un Covid. Là, on est autour de 20% de mortalité. Donc, c'est beaucoup moins que ce qui était attendu, en tout cas, comme on a vu en Italie. Donc, le fait de dire on ne veut pas être réanimé. Par contre, quand on a une pathologie chronique et on sait que l'évolution, je parlais de la sclérose latérale amyotrophique, on sait que malheureusement on va mourir en détresse respiratoire, c'est comme ça que ça va se passer. Là, on peut dire, voilà, je ne souhaite pas être admis dans un service de réanimation, je ne souhaite pas être admis à l'hôpital, je souhaite, parce qu'en fait, moi, ce qui m'agace, c'est de dire les directives anticipées, c'est pour dire qu'on ne veut pas. On peut aussi dire sur les directives anticipées ce qu'on souhaiterait. Je veux bien mourir, je veux mourir à la maison. Est-ce que j'ai la possibilité qu'on mette de l'hypnobel à la maison? Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Maintenant, il y a eu une affaire récente, puis on peut mettre du midazolam à la maison. Voilà, donc moi, je l'ai fait récemment par téléphone pour une famille que je connais, où on leur a donné les pouces seringues et ils l'ont fait à la maison. Et voilà, et je réglais les pouces seringues, effectivement, par téléphone. Quand on laissera la possibilité, effectivement, de le faire à la maison, ce sera beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que je souhaiterais, moi? C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'est-ce que vous ne souhaitez pas? Je ne veux pas d'acharnement, je ne veux pas souffrir. Nous, on voit ça, toutes les directives anticipées, j'ai un dossier complet dessus, c'est ce qu'on voit. Je ne veux pas être réanimé. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne veux pas être réanimé. Nous, on va faire de l'obstination raisonnée, nous, on va faire de la réanimation raisonnable. Donc, il faut aussi dire aux Français, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la loi, elle était quand même très compliquée, en tout cas, nous, quand on l'a vue, la loi de 2005. Donc, ça nous laissait effectivement un champ sur le plan législatif pour dire, voilà, ça nous autorise à faire, même si après, on nous a mis quelques contraintes. Mais moi, je l'ai mal vécu en disant ça va légitimer aux médecins de ne pas faire. On va légitimer par le fait que les gens vont nous brandir des directives anticipées. Je ne parle pas des malades parce qu'ils sont en situation où ils ne peuvent pas le faire. Mais aux urgences, on va nous brandir en disant, vous savez, ils ne voulaient pas être réanimés, donc on a arrêté la réanimation. Ah oui, mais ils ne voulaient pas être réanimés de quoi? De quel organe? Comment ils ne voulaient pas être réanimés? Quelle est la durée de la réanimation? Et donc, moi, j'ai dit, quand on a des directives anticipées, c'est pas pour ne pas les appliquer, c'est comprendre ce qu'il y avait derrière. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut écrire. On a demandé aux médecins traitants d'écrire avec les malades les directives anticipées, mais il faut former les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces directives anticipées? C'est pour dire, je veux pas de réa, je veux pas d'acharnement. Moi, j'ai un collègue qui travaille avec moi au comité de protection des personnes qui est diacre, il a mis dans ces directives anticipées, je veux être réanimé éternellement.
voilà, sous forme de boutade. À partir du moment où on met ça, le risque, c'est si il ne voulait pas être réanimé. Ah oui, mais vous savez, on va faire un petit peu de ventilation non invasive, on va faire un peu de diurétique, ça va être 24-48 heures de réanimation. C'est dommage, hein, parce qu'on va s'arrêter. Au Canada, ils sont comme ça. Vous avez marqué sur votre carte, votre dossier, dès l'entrée, si je suis en réanimation, c'est 3 jours de réanimation. À 3 jours pile, on tire sur le tuyau, le malade meurt. Voilà. Je ne pense pas qu'on soit dans ce contexte-là anglo-saxon. Je pense qu'on a une culture quand même un peu plus, à mon sens, humaine ou tournée vers l'autre, qui fait qu'il ne faut pas qu'on en arrive à ces dérives. Donc, noter des choses pour lesquelles on ne sait pas comment c'était noté, par qui. Alors, maintenant, on peut revenir en arrière sur les activités, bien évidemment, mais vous n'allez pas revenir dans votre carte vitale à chaque fois. Et puis, si on se retrouve dans une situation compliquée, nous, on l'a vu, où les malades, on leur demande, avant de les intuber, sont en détresse respiratoire, vous ne vouliez pas être réanimé, est-ce que vous avez changé d'avis? Le malade, il est en train d'étouffer, bien évidemment, ce qu'il veut, c'est qu'on le soulage. Donc, si on pense qu'effectivement, ça peut être utile pour lui, on va l'intuber contre, effectivement, son gré, mais on sait qu'effectivement, il n'aura pas forcément compris la situation dans laquelle il est à ce moment-là. Merci, docteur Cognot. Alors, docteur Imasfer, je vous laisse quelques secondes pour. Je vous laisse le dernier mot, du coup, et après, nous pourrons conclure une séance. On arrive vraiment. Alors, je comprends, hein, on ne peut pas répondre à toutes les questions et régler toutes les problématiques en 1 heure. Mais je vous demande juste d'être très bref, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, je reviens juste. Moi, je pense que sur la présence ou l'indication des directives anticipées dans le DMP, dossier médical, donc ça pourrait être un plus parce que souvent, quand on arrive, imaginons le SAMU qui arrive au domicile et le malade, il est tout seul, on ne peut pas savoir s'il a fait des directives anticipées ou pas. Par contre, effectivement, pour finir là-dessus, il y a un gros travail de formation auprès je pense, des médecins traitants pour aider et accompagner les patients à écrire leurs directives anticipées parce que ça reste compliqué. Il faut penser à plein de situations différentes et tout seul, on n'y arrive pas. Et ça peut être un frein, effectivement, de limiter cette écriture des directives anticipées. Merci pour votre concision. Écoutez, on peut clore notre séance, hein, donc un grand merci pour vos interventions. Un remercie aussi au public qui était présent ce soir et qui a alimenté le chat. Mais alors, il y a des lignes et des lignes. On peut retrouver beaucoup de commentaires par rapport à ce qui était dit. On ne pouvait pas régler tout en 1 heure. Hein. Peut-être qu'on fera un jour, on fera une séance sur ce type de thématique. Juste que pour vous sachiez, la vidéo de ce webinaire sera sur YouTube. Donc, on vous enverra le lien pour que vous puissiez la retrouver. Et surtout, très important, nous allons vous envoyer un lien avec un questionnaire, parce qu'il est important de savoir si ce type de conférence vous plaît, tant sur l'organisation, le fond que la forme. Et donc, un lien va apparaître dans le chat et il vous sera envoyé aussi par mail. Donc, c'est surtout extrêmement important de répondre à ce questionnaire. Puis, merci encore pour vos participations et je vous dis sûrement à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci.